bonsoir à tous. Donc, je suis Karima Tata, directrice de la clinique mutualiste. Docteur Reboul et moi-même sommes très heureux de vous accueillir ce soir pour ce webinaire. Docteur Reboul travaille au sein du département de gynécologie, un de nos pôles d'excellence, et il est chirurgien gynécologue. Et je le laisserai se présenter dans les détails quand il aura la parole. La clinique mutualiste, pour vous présenter en quelques mots, est un établissement de santé privé à but non lucratif du groupe Aesio Santé, donc un acteur mutualiste majeur en France qui propose une offre de santé et de services adaptée à notre territoire. Donc, l'objectif du groupe Aesio est de favoriser l'accès de soins et de qualité pour tous sans dépassement d'honoraires. Et ça, avec des restes à charge maîtrisés. Donc, notre établissement, pour vous le présenter en quelques lignes, est constitué de plusieurs pôles médicaux. Alors, la chirurgie gynécologique, donc on a une équipe de 8 praticiens. Chirurgie digestive, on vient d'ouvrir un centre mutualiste de l'obésité récemment sur un autre site de notre filière. La radiologie interventionnelle, la gastro-entérologie, on fait de la chirurgie orthopédique, chirurgie urologique, de la chirurgie et de la médecine vasculaire, de la chirurgie ophtalmologique, de la médecine du sommeil et de la médecine gériatrique. On a une offre assez complète sur le bassin. Nous sommes, pour vous présenter, côté ressources humaines, 500 professionnels médicaux, paramédicaux et professionnels techniques et administratifs. On dispose d'un plateau technique assez innovant et poussé, donc une réanimation de soins continus, un plateau d'imagerie complet, un plateau technique avec des nouvelles pratiques médicales et axées sur le matériel et l'innovation. On a un circuit court, on avait déjà parlé, on a bien communiqué autour de ce projet. Circuit court, c'est le principe que le patient rentre directement au bloc opératoire, et d'ailleurs, il est largement utilisé par les patients bénéficiant de la chirurgie gynécologique, et on est également doté d'une unité de recherche, et on participe à de nombreux travaux de recherche sur ces plans-là. Voilà, donc on dispose d'une prise en charge thérapeutique et on accorde une place centrale aux patients dans la lutte contre la douleur, le soutien psychologique, et puis tout ça autour effectivement de la chirurgie cancérologique. Donc, notre volonté aujourd'hui, c'est d'améliorer notre communication vers les professionnels de santé, de ville, des autres établissements, et justement d'utiliser la plateforme Meredith comme ce soir. Donc, je vous laisse en compagnie du docteur Reboul sur le sujet de l'endométriose, et je vous souhaite un bon webinaire à tous. Merci. À vous, monsieur Reboul. Allez, bonjour à tous. L'idée, je pense que Karima l'a déjà bien fait. Je suis gynécologue obstétricien à la clinique mutualiste. L'idée de ce topo, c'est de répondre finalement aux avis qu'on a tout le temps en médecine courante, c'est-à-dire finalement l'endométriose. On en parle beaucoup, mais finalement, quand y penser en pratique courante, que faire, quand adresser, de répondre à des points assez pratiques, évidemment, de la prise en charge, essayer de vous faire un petit panel de la présentation de la pathologie, qu'est-ce qu'on peut en faire, quelles sont les solutions, quelle est la stratégie de la prise en charge. Voilà. Ce topo, il se veut assez interactif, donc n'hésitez pas aussi à poser vos questions du quotidien, vos problématiques, vos questions. Et comme on l'a dit, on répondra évidemment avec plaisir à la fin de ce topo qu'on a prévu, je l'espère, assez concis et regroupant l'ensemble des informations, je l'espère, que vous attendiez. L'idée, tac. Donc l'idée, le plan, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, on va voir de toute façon au fur et à mesure. Déjà, il était important effectivement de faire un plan global d'épidémiologie et définition. Pourquoi? Parce que finalement, on parle d'endométriose, donc déjà de savoir évidemment ce que c'est. L'épidémiologie est aussi importante parce que je pense que dans cette pathologie-là, de par sa fréquence, je pense que tout professionnel de santé va être finalement confronté un jour ou l'autre dans son exercice à potentiellement une patiente qui souffre de cette maladie. Vous verrez quelques chiffres pour vous donner un peu une idée. On a donc résumé un peu sur cette page avec un livret avec Aesio Mutual qu'on avait fait là, en 2021 ou 2022, je me souviens plus. C'était pour redonner des idées simples et un petit peu pour discuter un petit peu sur les choses. Déjà une définition standard assez acceptée aujourd'hui, l'endométriose. On va parler d'endométriose, c'est la présence de tissu endométrial ou de glande endométriale en dehors de la cavité utérine à proprement parler. Donc évidemment, là on retrouve l'utérus
sur le schéma du haut, si j'ai ma petite flèche pour vous montrer ici, l'adénomiose est une forme d'endométriose, mais l'endomètre qui se situe à l'intérieur de la cavité utérine ici, qui va réagir en fonction du cycle, ça c'est la localisation normale. Du moment où elle pénètre dans le muscle ici utérin, donc ce qu'on appelle l'adénomiose, à l'extérieur de l'utérus, qui sont les formes d'endométriose après péritonéale superficielle ou profonde. On peut également aussi avoir des kystes au niveau des ovaires qu'on va appeler l'endométriome. Quelques mots déjà de la physiopathologie. Je vous rappelle que l'endomètre qui est à l'intérieur de la cavité utérine, qui tapisse cette cavité, lui est sous imprégnation hormonale et chaque cycle, bien entendu, il va s'épaissir, c'est le fonctionnement normal, augmenter sa vascularisation pour éventuellement, si un œuf est fécondé, l'accueillir, l'implanter et poursuivre la grossesse dans la cavité utérine. À chaque cycle, pas forcément de grossesse, bien entendu. Donc, cet endomètre, finalement, s'est épaissi, j'allais dire, pour rien. Donc, s'il n'y a pas de grossesse, il va se défragmenter. Du sang va donc s'extérioriser de l'utérus, aller dans le vagin. Donc, ce sont les règles que toute femme a pu voir dans sa vie, j'allais dire, mensuelle et menstruelle. Mais l'utérus, il faut bien voir que c'est une forme, c'est une pompe, c'est quelque chose. Donc, c'est pourquoi aussi des règles, on va dire, physiologiquement normales sont quand même un fond douloureux. On sent une activité contractile et cette pompe est tout simplement liée à permettre l'évacuation donc de cet endomètre et donc ce saignement pour l'extérioriser. À chaque cycle, on a toujours un petit reflux tubaire qui va s'exercer et ce reflux tubaire est une des parties pour lesquelles, pourquoi on retrouve donc cet endomètre qui était donc à l'intérieur de la cavité utérine, pourquoi on va le retrouver à l'intérieur du ventre. En fait, et c'est une des suppositions, et ça c'est aujourd'hui un événement important, enfin un élément important, c'est qu'aujourd'hui on ne connaît pas l'étiologie même de cette pathologie. Pourquoi? Et comme vous le voyez, chez 10% des femmes, donc ça représente 2 à 2,5 millions des femmes aujourd'hui en France, on va dire en âge d'avoir leurs règles, donc globalement dès l'adolescence jusqu'à la ménopause. Pourquoi ces 10% de femmes, au lieu ce sang qui va arriver dans le ventre ou dans le muscle utérin, au lieu d'être, j'allais dire, détruit tout simplement parce qu'il est recyclé, le ventre fait quand même globalement bien son job, et bien chez 10% des dames, cet endomètre, ce sang, va lui s'implanter à différentes localisations, que ce soit dans le ventre. La nature est faite avec la pesanteur qui fait que c'est globalement très fréquent et plus fréquent évidemment dans le pelvis, tout simplement. Voilà, une question de pesanteur probablement. Mais pourquoi chez 10% des femmes, cet endomètre va s'implanter dans le ventre? Et bien là, aujourd'hui, on ne le sait pas. Est-ce que c'est une situation immunitaire, une tolérance immunitaire? Ça a été décrit aujourd'hui. Est-ce que ces patientes-là, ces femmes-là, vont, je dirais, avoir un trop bon système immunitaire et sous-entendu, on va reconnaître le péritoine, donc qui est l'enveloppe du ventre, va reconnaître ce sang qui n'est pas au bon endroit, j'allais dire, ce tissu n'est pas au bon endroit, mais trop bonne immunité. Est-ce qu'il ne va pas le tolérer en disant, au lieu de le recycler, de le détruire, je ne peux pas détruire du tissu qui m'appartient, et donc au lieu de le détruire, je vais l'implanter, je vais le greffer. Donc ça, c'est des mécanismes aujourd'hui qui ne sont pas encore élucidés. Et finalement, ce mécanisme-là physiopathologique de l'endométriose est aujourd'hui inconnu. Et c'est pour ça que vous le verrez dans les traitements, on est aujourd'hui un peu limité. On est aujourd'hui deux grands autres domaines. C'est le côté effectivement donc la génétique et des facteurs environnementaux qui jouent probablement une importance assez importante dans la physiopathologie de l'endométriose. Aussi, une autre donnée qui est très importante, et on l'a rappelé là dans le petit flyer, 7 ans de moyenne d'errance thérapeutique, tout simplement, probablement parce que cette maladie a été pas oubliée, mais peut-être un peu moins aussi, les professionnels de santé, au fur et à mesure des générations, n'ont pas non plus été formés. Moi, je me souviens quand j'avais fait mes études de médecine, et pourtant, c'est pas non plus hyper vieux. Dans mon bouquin de gynécologie, l'endométriose, c'était à peine une page sur les 400 pages. Donc, on voit bien que c'était une maladie un peu mise de côté, pas forcément aussi bien étudiée, bien comprise. Voilà. Épidémiologie, donc comme on l'a dit, 10% des patientes. Là, en refaisant ce topo, il y a une très belle étude qui vient d'être publiée en mars 2022 par Santé publique France
et qui était on va pouvoir discuter un peu de ces chiffres, qui est très intéressant, puisque c'est l'épidémiologie de l'endométriose prise en charge à l'hôpital en France de 2011 à 2017. Alors déjà, évidemment, c'est prise en charge à l'hôpital, donc il y a plein de biais, bien entendu, ça ne représente pas du tout l'ensemble des patientes, ce ne sont que des patientes qui ont une prise en charge globalement, pratiquement pour toutes chirurgicales, pratiquement, donc ça ne concerne évidemment pas toutes les patientes, mais c'est intéressant de voir les chiffres et on va pouvoir discuter. Le but de cette étude, c'était surtout aujourd'hui, c'est des études par Santé publique France qui sont faites pour regarder ce qu'il y a des facteurs environnementaux, ce qu'il y a, pour vraiment des études épidémiologiques et c'est très important et très intéressant. Déjà, on le voit dans les chiffres, de 2011 à 2017, on voit bien que le taux d'incidence et le nombre de patientes de cas observés à l'hôpital augmente. Et on voit très bien sur ces courbes l'augmentation progressive. Ça, c'est un fait. Aujourd'hui, et probablement une des premières sources, évidemment, c'est qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup plus, les patientes sont plus informées, les associations de patientes font un boulot extraordinaire aussi. Donc, à mon avis, mieux on en parle, plus les patientes aussi en parlent à leur médecin, à leur sage-femme, à leur gynéco, j'allais dire à l'ensemble des professionnels de santé. Donc, très intéressant, ces chiffres, et on voit l'augmentation globale temporelle. On le voit aussi, et ça, c'est des chiffres qui est assez important, et on le voit dans la médiane, la prise en charge médian à l'hôpital en général est 44 ans, ce qui est bien entendu assez surprenant, compte tenu qu'on pense toujours à l'endométriose chez les femmes jeunes en âge de procréer. En fait, aujourd'hui, et notamment le premier biais qui s'impose, évidemment, c'est le nombre d'adénomioses, donc cette localisation utérine qui représente 59% des cas de prise en charge à l'hôpital, et donc probablement donc des solutions chirurgicales et notamment les hystérectomies qu'on peut réaliser dans cette période-là de la vie de la femme, notamment dans la période périménopausique pour des problèmes de saignement importants. On note tout de même que la tranche d'âge 25-50 ans représente quand même 68%. Donc, il y a quand même une grande partie, évidemment, et l'autre partie, évidemment, ce sont toutes les dames en âge de procréer avec des soucis parfois de fertilité et de douleur, et parfois aussi, bien entendu, de saignement, mais tout confondu. Là aussi, ce qui est important, et on va le voir, il y a dans cette étude, c'est assez intéressant, le nombre de cas et le taux d'incidence qui varie en fonction des régions. Et ça, c'est aussi, on l'observe aujourd'hui, évidemment, les données environnementaux géographiques aujourd'hui sont beaucoup trop tôt et probablement on pourrait peut-être penser que c'est plutôt des effets centres et l'importance des centres endométriosiques, du parcours de soins de la patiente est de plus en plus important. Et comme vous pouvez voir dans les chiffres, on voit très bien des taux d'incidence, par exemple, à La Réunion, de 15 pour 10 000 personnes. Mais comme on va regarder, je ne sais pas, il y a des taux parfois très faibles. En Bretagne, à 6. Donc, pourquoi en Bretagne, il y aurait moins de femmes endométriosiques? Par exemple, dans les DOM-TOM, la Guadeloupe, 8, la Martinique, 12. Très intéressant. La Nouvelle-Aquitaine aussi, 11,61. Et ça, on le voit très bien dans des cartes, en fait, géographiquement, où on le voit tout simplement la répartition et cette incidence. Ce risque relatif, alors là, ils ont pris une carte, c'est un risque relatif d'endométriose, mais on rejoint bien ce risque quand on est pris en charge à l'hôpital avec des foyers, entre guillemets, d'endométriose, comme on pourrait appeler, qui sont aujourd'hui probablement liés à des centres experts. C'est pour ça que dans cette diapo, vous voyez ville avec centre expert, ville sans centre expert. C'est une première donnée épidémiologique qui illustre bien le fait que probablement la formation et l'information sur cette pathologie, la création de filières est probablement très importante. On va passer un peu mieux dans le diagnostic. Évidemment, dans la pathologie en elle-même est très importante et on a repris des choses assez basiques et évidentes, mais pour refaire un panel un petit peu pour l'ensemble des professionnels de santé réunis ce soir. Le diagnostic, et c'est vrai, on a l'habitude de le dire, est essentiellement clinique, c'est très important, et j'insiste beaucoup sur ce point-là, c'est-à-dire que le diagnostic, il va se faire essentiellement à l'interrogatoire la plupart du temps. On a vraiment, la plupart du temps, avec un bon interrogatoire,
pas fait entièrement le diagnostic parce qu'évidemment, le domaine des douleurs pelviennes chroniques est un domaine très vaste. Mais je pense que déjà, toute douleur rythmée par les règles doit faire, je dirais, une sorte de tic un petit peu en se disant, ah tiens, elle a des douleurs pelviennes, la plupart du temps, est rythmée par les règles, ça doit m'alerter sur cette possibilité d'endométriose. On rejoint souvent, c'est cette règle des 5D qui est assez, je trouve une règle qui est assez intéressante, qui rejoint donc les dysménorrhées, qui sont les douleurs liées aux règles, les dyspareunies, qui sont les douleurs liées au rapport sexuel, les dyskésies, qui sont les problèmes au niveau digestif, les dysuries au niveau urinaire, et les douleurs pelviennes chroniques qu'on va sous-entendre en dehors du cycle menstruel. Bien entendu, ce qui est très important et dans le suivi, c'est vraiment d'évaluer l'échelle visuelle analogique dans ces douleurs. Il est habituellement retrouvé lors des consultations. Enfin, ça, c'est schématiquement un petit peu ma consultation standard pour évaluer. Donc, on demande aux dames les dysménorrhées, voilà, entre 0 à 10, 0 pas du tout de douleur, 10 insupportable, combien vous êtes. Et ce qui est très important, évidemment, c'est de le faire, évidemment, en dehors de tout moyen hormonaux qui pourrait biaiser, évidemment, l'interrogatoire. Un contexte d'infertilité et évidemment et la prévalence de l'endométriose dans les questions et les notions d'infertilité est très importante. Donc, je dirais ces deux grands axes sont vraiment importants et ça rejoindra les deux pylônes de la prise en charge de l'endométriose qui sont les douleurs et la fertilité. On verra éventuellement les saignements pour des formes un peu plus particulières chez la femme en période de périménopause notamment. Toute douleur évidemment rythmée par le cycle, ça doit faire alerter. Et donc ça aussi, c'est un caractère, je dirais, cyclique, mensuel, et notamment rythmé avec le cycle menstruel, c'est vraiment très important. Souvent aussi, l'histoire, elle débute depuis l'enfance, et j'ai mis l'enfance, mais évidemment depuis l'adolescence, depuis les premières règles, et on peut avoir à l'interrogatoire, déjà, si on questionne un peu les patientes, parfois il y a des périodes d'amélioration, par exemple, c'est une prise en charge d'une contraception, par exemple, on peut demander à une dame, par exemple, autour de 25 ans, on peut lui dire, bah, voilà, effectivement, dès mes premières règles, ça a été crescendo assez douloureux, et c'est pas obligatoire, bien entendu. On peut avoir des douleurs qui apparaissent beaucoup plus tardivement, voire des patientes totalement asymptomatiques avec des endométrioses très sévères. Mais en tout cas, des douleurs de règles qui évoluent depuis l'enfance, qui peuvent être améliorées par la prise en charge et la prise d'une contraception, doit nous faire alerter. On retrouve souvent aussi dans l'interrogatoire des patientes, et c'est ce qui vaut beaucoup de difficultés parfois diagnostiques, les alternances diarrhée-constipation, les problèmes digestifs associés à cette maladie et qui souvent compliquent évidemment le diagnostic, à savoir est-ce que ce sont l'inflammation globale dans le ventre, et ce qui est très souvent le cas, notamment pour les diarrhées, au moment des règles, ce qui peut être un lien lié à l'inflammation très importante des règles. L'examen clinique, évidemment, doit être complet et très important, oriente aussi le diagnostic positif, la palpation abdominale, mais souvent, il est rare de palper, évidemment, de gros nodules abdominaux, vraiment dans des endométrioses assez sévères. Le spéculum est vraiment, lui, pour rechercher des nodules dans le vagin, notamment ce qu'on va appeler des nodules bleutés, qui sont pas rares dans le cul-de-sac, notamment vaginal, derrière. Donc ça doit être assez important et en tout cas, l'examen doit vraiment les rechercher. Le toucher vaginal, lui aussi, les douleurs à la mobilisation utérine, qui sont de plusieurs ordres, soit un utérus qu'on va appeler figé, soudé, lié malheureusement à la prévalence d'adhérence très importante dans la cloison rectovaginale et dans le bas du pelvis. Une douleur sur les utérosacrés aussi peut nous alerter, et une rigidité, un nodule palpé, des kystes aussi, j'ai pas mis bien entendu des endométriomes, tout ceci dans le diagnostic positif de l'endométriose. Une fois qu'on a fait ça, évidemment, on a déjà une bonne idée et à mon avis, déjà, on a une idée, est-ce que la patiente, elle a ou pas, ou en tout cas, elle est suspecte d'avoir une endométriose ou pas. Les examens complémentaires, finalement, vont nous servir à conforter, et j'allais dire, parfois pas forcément. Donc, je pense que le diagnostic est vraiment clinique. En tout cas, toutes les histoires doivent le faire évoquer et le faire prendre en charge. L'examen complémentaire est évidemment en première intention, et ça, je pense que c'est vraiment le gold standard aujourd'hui, c'est une échographie pelvienne par voie suspubienne,
Moi, j'allais mettre préférentiellement par voie endovaginale, c'est peut-être la déformation du gynécologue. Évidemment, on voit beaucoup plus de choses en endovaginal. À toujours discuter avec les patientes de l'examen et notamment l'invasibilité de cet examen par voie endovaginale. Voilà. L'idée, évidemment, premier, évidemment, c'est le diagnostic des endométriomes. Ça, l'échographie est très performante et sensible pour ça. Donc, les kystes ovariens est très important. C'est l'examen, évidemment, en première intention. Des échographistes après entraînés peuvent voir beaucoup plus de choses. L'adénomiose, avec ses formes différentes, donc je vous rappelle, cette endométriose ou cet endomètre qui a pénétré le muscle utérin ou le myomètre, qu'on peut retrouver de manière diffuse, focale, enfin, peu importe. L'endométriose sous-péritonéale profonde peut être vue aussi par l'échographie pelvienne, et notamment par voie endovaginale, notamment les nodules postérieurs de la cloison rectovaginale, avec un échographiste déjà un peu mieux et un peu plus entraîné à ce type de technique. Il est utile aussi pour vérifier évidemment le diagnostic différentiel. Voilà, souvent, notamment les kystes ovariens, qui soient bien typiques d'endométrium. S'ils ne le sont pas, bien entendu, ils devront avoir une prise en charge adaptée. S'il y a d'autres anomalies vues, notamment à l'utérus également, pareil. Aujourd'hui, et on le verra après un peu dans la stratégie de la prise en charge, parfois on peut s'arrêter à cette étape-là si jamais l'échographie est normale, que notre histoire clinique nous donne une histoire naturelle d'endométriose. On peut déjà proposer un traitement, notamment hormonal, et ça on le reverra par la suite. L'IRM pelvienne, elle va servir un petit peu en fonction du résultat de l'échographie, c'est-à-dire bien entendu si on a une suspicion ou une anomalie échographique qu'on peut venir confirmer à l'IRM pelvienne, ou également aussi, ça pourrait se discuter au cas par cas en cas d'échographie pelvienne normale, mais à mon avis, en cas, si on a déjà passé par la case thérapeutique dans ce côté-là, et on y reviendra. Évidemment, l'IRM pelvienne, c'est l'examen la plus sensible. Il faut tout de même des radiologues qui soient quand même un peu entraînés à l'imagerie de la femme pour pouvoir dépister, j'allais dire, tout type d'endométriose. Et que ce soit ovarienne, on peut vraiment voir beaucoup de choses dans cette IRM pelvienne. On dit attention à la sensibilité. Évidemment, l'IRM, elle est sensible, mais pas, elle ne peut pas tout voir. On avait notion, alors ça dépend des cutoffs, des nodules. Voilà, en tout cas, inférieur à 5 mm, ça commence à être difficile à être vu en IRM. Donc, est-ce que l'IRM peut tout voir? Je pense pas. Et donc, attention à l'IRM normale. Et c'est toujours la question, est-ce qu'elle élimine le diagnostic d'endométriose? J'allais dire attention, notamment si l'histoire clinique, encore une fois, est assez typique. Ça doit faire attention, enfin pas forcément éliminer ce diagnostic par ailleurs. Les examens complémentaires après deuxième ou troisième ligne, ça évidemment, ça va être refait soit par un spécialiste, soit parce que l'imagerie, l'IRM n'est pas forcément réalisée avec les bons temps, les bonnes préparations, notamment vaginales ou digestives. Ça peut être donc refait par un radiologue spécialisé en imagerie de la femme. L'échographie de la même façon, ça peut être fait. L'intérêt finalement est là, et ça va être là, et c'est là où il va falloir discuter de l'intérêt de tous ces examens et de la prise en charge. Et vous allez voir dans la stratégie, c'est discuter l'objectif principal de la prise en charge. On peut bilanter la maladie, mais la bilanter, c'est bien. Est-ce que ça va changer notre prise en charge derrière? C'est ça qu'il faudra voir. Elle va surtout la changer, évidemment, dans un bilan préopératoire très important. Et je ne l'ai pas mis, évidemment, en cas d'infertilité, très importante, évidemment, aussi, pour pouvoir investiguer l'ensemble du pelvis. Les examens de troisième ligne, et bien évidemment, ça va dépendre des localisations après des nodules qu'on aura pu suspecter. La cystoscopie pour les atteintes vésicales, notamment, on aura eu aussi évidemment ce contexte d'hématurie ou d'hyperactivité vésicale, notamment rythmée par les règles ou même en dehors parfois, qui peut être associé à l'échographie des voies urinaires ou l'uro-TDM, qui peut souvent nous aider, notamment les dilatations piélo-caïtielles, des nodules vésicaux, mais la cystoscopie sera peut-être plus performante. Les imageries, l'écho-endoscopie endorectale ou coloscanner ou entéro-IRM, très important pour tout ce qui est évidemment nodules digestifs. Alors évidemment, là aussi, à prescrire par des spécialistes entraînés et pour savoir qu'est-ce qu'on va en faire, parce que c'est des examens assez invasifs, notamment l'écho-endoscopie endorectale, qui, elle, est vraiment utile pour nous
donner l'investigation sur un nodule de cloison recto-vaginale. On va appeler base située souvent à moins de 15 cm de la marge anale, donc plutôt sur du haut rectum à la marge anale, c'est important. Et l'antéro-IRM qui est encore un peu en cours d'investigation et d'études, mais qui est assez performante, ou le coloscanner qui est déjà plus facile d'obtention. Ce sont évidemment pour des nodules plus haut situés, du sigmoïde ou de l'endodigestive à distance, que ce soit du grêle ou du reste du côlon. Tous ces examens, évidemment, vont être à discuter, notamment, on le reverra aussi, dans la stratégie de la prise en charge et éventuellement en RCP aujourd'hui, en fonction, pas en tout cas en première intention, bien entendu. Alors, les recommandations HAS, je vous les ai rappelées. Elles datent tout de même un petit peu. Elles sont de 2017. Donc, ça a été les recommandations de bonne pratique CNGOF, donc le Collège national des gynécos et de l'HAS, qui ont sorti ça en décembre 2017 pour rappeler un peu les bonnes pratiques. Et on revoit un petit peu cet arbre qui est, je pense, qui résume quand même encore aujourd'hui pas mal de choses, comme on vient de voir. On vient de voir évidemment le côté des patients douloureux, donc ça c'est le motif de consultation, les soins premiers, médecin généraliste, gynéco, sage-femme et peut-être petite critique dans cette slide de l'HAS, j'aurais mis beaucoup d'autres choses, ça peut être des infirmières aussi scolaires, ça peut être des médecins du travail, ça peut être finalement tout professionnel de santé qui est confronté à ces douleurs pelviennes chroniques, après évidemment dans le spectre de son activité. Évaluer la douleur, l'intensité et le retentissement est très important. Moi, j'aurais mis l'infertilité aussi là. Eux, ils l'ont mise un peu plus loin, mais c'est pas grave. Finalement, on refait toute la première partie qu'on a discutée avec l'examen clinique et pelvien, l'échographie de première ligne. Et ça nous amène. Est-ce qu'on a trouvé finalement une endométriose profonde, sévère, intense, un contexte d'infertilité? L'endométrium, c'est toujours un débat, mais voilà. Si on n'en a pas retrouvé, en fait, finalement, on a dans cette ligne-là, on suit et c'est finalement le professionnel de premier recours est très bien dans cette lignée-là. Et ça, je pense que le spécialiste n'a pas forcément une place à donner. Et donc, si on suit bien, l'IRM non plus. Parce que, comme vous pouvez le constater, il n'y a que l'échographie dans le premier bilan. Donc, non, il n'y a pas besoin d'adresser finalement dans cette lignée-là. Donc, la dysménorrhée, pas de souhait de grossesse, en tout cas immédiat ou en tout cas pas de contexte d'infertilité, on pourra rediscuter du souhait de grossesse et comment implanter l'avis spécialiste là-dedans. On peut donner donc la contraception hormonale ou en tout cas, parfois les patients tiquent sur ce terme contraception, ou en tout cas le traitement hormonal. On juge de l'efficacité, souvent 4 à 6 mois. Il faut là aussi, et on insiste beaucoup sur le fait qu'il faut le temps pour juger de l'efficacité des traitements. Donc au moins 4 à 6 mois, à mon avis, et même 6 mois. Donc globalement, on a mis en route sa pilule, ou d'ailleurs un autre plan, un implant aux hormones, bien entendu, un stérilet hormonal. On juge de son efficacité 4 à 6 mois et je pense que c'est là qui est un pilier de la prise en charge par le professionnel de premier recours. J'ai pas d'efficacité, j'adresse à un médecin spécialiste dans l'endo qui va pouvoir continuer les investigations. Si tout se passe bien et si j'ai une bonne efficacité, je poursuis et je réalise le suivi. Donc ça, c'est assez important et je pense que c'est important dans la prise en charge. À mon avis, ça aussi, j'avais mis sur le côté gauche, toujours évaluer la patiente avec les deux bras, toute leur fertilité. Et je pense que c'est vraiment des piliers assez importants par rapport à notre prise en charge. Les traitements, on y vient. Les traitements, et c'est une prise en charge globale, aujourd'hui, c'est très important. La patiente, et globalement, elles ont souvent des histoires douloureuses chroniques, des douleurs depuis longtemps. Et c'est ça pour lequel la prise en charge n'est pas forcément si simple et pas forcément automatique. C'est la composante de la douleur chronique et pour lequel on va devoir intervenir de manière globale. Je vous ai un peu rappelé ce spectre de la douleur chronique. Donc, se dire, effectivement, on a des patientes qui sont douloureuses tous les mois et souvent, et on l'a vu, plus de 7 ans de retard, mais parfois beaucoup plus. Donc, elles ont eu l'habitude d'avoir mal. Ça induit une fatigue psychologique, morale, globale. Et puis, plus on a mal, plus on anticipe sur les douleurs. Donc,
plus on est fatigué, moins on dort bien, notamment lors des épisodes douloureux. Ça induit un état de dépression chronique. Ça aussi, c'est très important dans les douleurs chroniques. Et donc, ça a un retentissement également sur l'alimentation. On anticipe, on a un gros facteur d'anxiété d'avoir mal. Donc, on anticipe les douleurs et ainsi de suite. On a vraiment cette spirale infernale. Et donc, nous, notre rôle en tant que professionnel de santé, c'est d'intervenir pour casser évidemment cette spirale infernale de la douleur chronique. Qu'est-ce qu'on peut faire? Aujourd'hui aussi, dans la l'HAS, il rappelait, et on va reprendre un petit peu ça avec quelques commentaires et on pourra en rediscuter bien entendu. N'hésitez pas en fin de topo pour en discuter tous ensemble. L'indication en première intention, et ça reste à mon avis, notamment chez la femme jeune, la pilule ostroprogestative ou le stérilet aussi, c'est qui peut être il a sa place également en fonction du choix de la patiente et ça rejoint la contraception globale ou en tout cas le traitement hormonal. Il faut toujours qu'il soit discuté avec les patientes en fonction de leur choix, leur modalité de prise, les effets secondaires attendus, les contre-indications éventuelles, notamment aux oestrogènes, assez importants. Le dienogeste, je l'ai mis en énorme. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, on fait une part belle au dienogeste. L'HS en 2017 l'avait marqué en deuxième intention. Aujourd'hui, et clairement, alors je ne dirais pas que c'est totalement en première intention, mais rapidement, il faut y penser et je pense que ça marche très, très bien et ça améliore beaucoup la qualité de vie des patientes. Globalement, on pourrait penser la pilule ostroprogestative est celle qui donne le moins d'effets secondaires, qui est le plus facile à prendre. Donc, chez toute patiente jeune, je dirais assez facilement, on lui met une pilule ostroprogestative classique, pas forcément en continu, justement le traitement séquentiel classique, 21 jours et arrêt 7 jours, ça fait effet. Chez des patientes également qui veulent pas forcément des règles ou qui veulent pas avoir de prise de pilule, on peut les DU au lévonorgestrel, notamment chez les femmes jeunes, où ça peut être les stérilets type JDS, petits, short, etc. Le dienogeste est très important puisqu'effectivement, aujourd'hui, il a une grosse capacité. On va en rediscuter. Il a l'AMM dans le traitement de l'endométriose. Alors, c'est une AMM assez discutable. On pourrait en rediscuter. Mais en tout cas, il marche très bien dans l'endométriose. L'AMM, pourquoi elle peut en discuter? Évidemment, ce n'est pas un traitement qui éradique la maladie, mais c'est comme toutes les autres pilules hormonales. C'est un traitement qui bloque la maladie. Si vous avez bien saisi au début, on n'a pas de traitement de l'agent causal, on n'a pas de traitement étiologique. Donc, le dienogeste, très bien, et ça se prend en continu. Ça a quelques effets secondaires, notamment les spottings ou d'autres choses particulières, mais globalement, très belle efficacité. J'ai pas de conflit d'intérêt pour les labos du dienogeste, mais c'est un traitement en pratique quotidienne qui est très bien accepté et qui marche très bien. Donc, globalement, peut-être si on a fait une pilule ostroprogestative, il y a d'ailleurs des pilules ostroprogestatives qui contiennent le dienogeste. Je ne donnerai pas de marque, je vous laisserai regarder, mais ça peut être une bonne alternative notamment. En deuxième intention, les microprogestatifs oraux, notamment tout ce qui est microprogestatif, pilules microdosées, dont effectivement le dienogeste en fait partie, mais que je mets plutôt en deuxième intention. Si jamais cette stratégie-là n'a pas marché, on peut garder ça, notamment le désogestrel ou d'autres pilules. L'implant aussi, que j'ai laissé en deuxième intention éventuellement, qui marche un peu moins bien que tout ça. Donc, j'ai un peu plus pour ça, moi, dans mon expérience, je l'ai marqué en deuxième intention et j'avoue, elle n'est pas forcément être très friand. Les antagonistes de la GnRH, aujourd'hui avec Adbac thérapie, ces antagonistes, le problème, c'est qu'ils vont avoir une efficacité limitée dans le temps. Je vous rappelle que l'énantone, on peut le prendre qu'un an pour limiter le risque cardiovasculaire ou ostéoporotique et qu'on doit reswitcher avec un traitement hormonal classique. Donc, c'est vraiment à rediscuter, je pense, aujourd'hui dans la prise en charge, dans quelle situation on se place pour prescrire tous les 3 mois ces injections. En tout cas, aujourd'hui, on recommande la thérapie, très important en même temps, donc un oestrogène et de la progestérone à prescrire en même temps pour diminuer les effets secondaires et justement pour diminuer ce risque cardiovasculaire et ostéoporotique. On a remis l'importance du temps pour juger l'efficacité, plutôt 6 mois, et de refaire toujours la balance, souvent je dis aux patientes, efficacité, effet secondaire. Très important, puisque la patiente, souvent elles arrêtent aussi, c'est un gros facteur d'échec du traitement, elles arrêtent précocement les traitements parce que ça a mal marché, elles ont des effets secondaires, ça n'a pas marché au niveau des douleurs et elles ont arrêté de manière précoce.
Donc ça, c'est très important d'insister sur l'importance d'un traitement sur la durée, que ça va marcher probablement sur le temps, et 4 à 6 mois, essayer je dirais, de les embarquer un peu dans l'observance thérapeutique, comme on peut voir dans d'autres spécialités, en les accompagnant un peu dans leur choix et pour réévaluer. Et c'est à partir de ce moment-là où il y a un jeu, où aussi dans la consultation, souvent on leur dit aux patientes, il faut trouver la pilule, moi je dis souvent la moins pire, et de balancer la meilleure efficacité pour l'endométriose et les effets secondaires. Donc trouver parfois la moins pire, c'est un peu l'image, mais de trouver celle qui va les traiter le mieux avec le moins d'effets secondaires possible. Bien entendu, la prise en charge, on répète, elle est globale, hein, donc les antalgiques évidemment ont toute leur place, des antalgiques simples, souvent paracétamol, spasfon, enfin peu importe. L'acupan, finalement, ne marche pas si mal aussi. Boire sur un sucre éventuellement. Évidemment, c'est une maladie inflammatoire, donc ce qui marchera le mieux, et c'est de loin, c'est les AINS. Ça peut être le flux-ibuprofène comme l'Antadis, le Ponstil et tout ça, le Profénide ou le Biprophénide, hein, comme le kétoprophène LP. Désolé pour les marques, j'ai aussi pas de conflit d'intérêt, mais en tout cas même en générique, le kétoprophène, notamment la libération prolongée, 100 mg, est vraiment très efficace, soulage les patientes. Il y a ce côté libération prolongée, on peut le prendre que 2 fois par jour, notamment pour les nuits et pour une journée de boulot. C'est souvent très efficace et bien entendu, attention aux gastralgies et aux effets secondaires des AINS, à prescrire évidemment en dose courte et pas forcément et à réévaluer évidemment. Les paliers 2, j'ai mis efficace point d'interrogation. C'est vrai que ça, on le voit bien dans le cas typique de la patiente qui vient consulter pour une crise endo en urgence. Souvent, aux urgences, ils leur font du tramadol, que ce soit plein d'autres choses d'ailleurs. Hein, on a les dérivés opiacés, enfin, tout ce que vous voulez, de toute façon, Péros ou IV. On voit que les patientes rapportent une efficacité assez relative. Donc, c'est pour ça que j'ai mis point d'interrogation. Les morphiniques aussi, finalement, hein, notamment, on le voit dans le crise assez aigu, parfois, ils sont pas forcément toujours finalement plus efficaces que les AINS. Et c'est pour ça qu'on insiste vraiment très fort sur les AINS. On a remis un petit peu cette page-là est assez important. C'est toujours les questions luténile lutéran. Donc les macroprogestatifs, vous avez vu, j'en ai absolument pas parlé aujourd'hui. On a une décrudescence depuis les alertes de l'ANSM qui date de 2021 sur l'utilisation et le rappel des bonnes indications dans l'utilisation des macroprogestatifs. On le voit bien, le luténile aujourd'hui n'a pas d'indication dans l'endométriose. Donc attention, le lutéran en a une, mais effectivement, on est un peu limité. Traitement le plus court possible, le rapport doit être évalué. Je vous rappelle, il vous rappelle évidemment les situations à proscrire pour les syndromes prémenstruels, en contraception, la ménopause, enfin tout ça, et les règles de bonne pratique si vous le prescrivez quand même. On voit que c'est quand même assez compliqué. Il faut proposer les IRM cérébrales. Aujourd'hui, c'est probablement pourquoi on en voit de moins en moins. Et c'est vrai que dans ma pratique courante, quand on en prescrivait beaucoup à une époque, un lutéran, et depuis le Dienogest et sa venue, et depuis qu'on a le générique, il fallait voir avant le générique, le Dienogest, c'était une pilule qui coûtait très cher dans le laboratoire qui le produisait à l'époque, dont je ne citerai pas le nom. Je me souviens plus, mais c'était pratiquement 70-75 euros la plaquette mensuelle. Donc, on imagine bien que annuellement, c'était très limité. Maintenant, en termes de générique, évidemment, c'est devenu très accessible, autour de 10-13 euros la plaquette. Donc, c'est devenu très bien. La prise en charge est globale et évidemment, on ne parlera pas de prise en charge globale sans le reste. Et vous allez voir, je le fais exprès, et pourtant, pour faire de la chirurgie gynécologique, vous avez vu, je n'ai pas encore parlé de chirurgie et je pense que c'est évidemment fait exprès parce que la prise en charge, elle est vraiment, et j'ai dit en première intention, vraiment médicale. Tout le spectre est holistique, la prise en charge globale, donc tout à sa place. Les neurostimulations et notamment l'apport du TENS. Alors là, j'ai mis une référence d'un laboratoire, c'est avec lequel je travaille beaucoup, l'Eurostim. Aujourd'hui, il y a vraiment une place, une très belle efficacité, notamment pour aujourd'hui, et j'ai vu dans les inscrits, il y avait des kinés ou notamment des sages-femmes. On peut l'utiliser, c'est très bien acquis par les patientes, elles aiment beaucoup. Je préfère beaucoup plus l'Eurostim qu'à d'autres, je dirais, neurostimulateurs, notamment qu'on peut acheter chez Darty. J'en ai vu récemment. Je suis pas sûr que ça. Bon,
c'est bien, c'est commercial. En tout cas, l'Eurostim, ça marche bien. Si on a une infirmière, une sage-femme, un kiné, voilà, qui peut faire un peu l'entraînement, j'allais dire l'apprentissage, c'est encore mieux. Donc, c'est super. La médecine de la douleur est très importante. Souvent, et dans les centres, comme chez nous, on a voilà, tout un staff avec un service de la douleur dédié. C'est très important. On peut faire des consultations douloureuses, enfin, de douleur dédiées. Et souvent, ça va dans le spectre de la prise en charge de la douleur chronique. Et notamment, aujourd'hui, on le voit, certains antidépresseurs, notamment la duloxétine. Là aussi, désolé pour la pub pour Biogarant, je n'ai pas évidemment de conflit d'intérêt avec eux, générique ou n'importe lequel autre, ça revient au même. Mais la duloxétine, pour sortir de cette composante de la douleur chronique, parfois est assez utile, notamment avec parfois, des benzodiazépines au début pour éviter, comme toute prescription d'antidépresseurs, parfois une petite décompensation, parfois psy au début. On peut faire des consultations spécialisées en douleur avec beaucoup de thérapeutiques. Ça peut être de la xylocaïne IV, des antalgiques, morphinique, kétamine, enfin peu importe. C'est vraiment très important et les patientes sont très demandeuses de ça. La kinésithérapie a aussi évidemment sa place, et ça, effectivement, en fonction des formes d'endométriose, notamment dans les formes de douleurs pelviennes, ça a sa place. La diététique, évidemment, a aussi une place très importante, et ça, on le voit, et si vous surfez un peu sur Internet, vous allez voir un nombre de documents, de livres, de régimes, et c'est du vécu, et ça marche très bien. On ne sait pas finalement le lien, les patientes, beaucoup de patientes l'ont décrit avec des formes d'endométriose très sévères. Elles ont changé leur régime alimentaire. Elles vont chercher, j'allais dire, quelque chose d'un peu moins inflammatoire. Ces régimes dits alimentaires non inflammatoires. Donc, elles ont viré pas mal de choses et ça a amélioré leur endométriose et parfois de manière spectaculaire. Donc, probablement, il doit y avoir une composante liée. L'inflammation abdominale liée à l'endométriose et je dirais l'inflammation qu'on pourra surajouter par le régime alimentaire. Donc les deux sont liés dans le sens indirect, mais en tout cas, ça fait du bien et très important. Tout ce qui est médecine effectivement pour la douleur, sophrologie, acupuncture, homéopathie, j'en passe et j'en oublie sûrement. Évidemment, tout ce qui peut marcher peut être important. Et l'important, c'est évidemment du suivi. La prise en charge chirurgicale, évidemment, là, est importante. Et c'est là où je pense qu'aujourd'hui, l'RCP local, et on en vient, ou régionales, sont importantes, surtout à cette phase-là. Il faut savoir que dans les régions où vous êtes, de plus en plus, et la DGOS et l'ARS sont en train, maintenant, pratiquement partout en France, de créer des filières de soins. Et notamment dans des régions, il y a forcément aujourd'hui, normalement, de plus en plus des RCP locales ou régionales qu'on appelle RCP, j'allais dire de premier recours, ou des RCP expertes régionales dans le cadre de réseau de soins. Donc ça, c'est très important et je pense que la prise en charge chirurgicale, en tout cas aujourd'hui, doit vraiment s'appuyer sur ces validations RCP pour définir une stratégie thérapeutique. C'est très important. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut faire avec notre chirurgie? Est-ce qu'on veut traiter la douleur, la fertilité, les problèmes de saignement un peu moins, mais je dirais évidemment chez la patiente en période périménopausique, mais c'est surtout effectivement la douleur et la fertilité. Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on a des chances par notre chirurgie d'améliorer la fertilité? On le sait, il y a bon nombre d'études qui ont montré que dans les formes légères d'endométriose, on peut améliorer la fertilité par la chirurgie. Donc ça a peut-être un intérêt là. Sur les endométrioses sévères, c'est vraiment à discuter. Est-ce qu'on va pouvoir améliorer la fertilité alors qu'on sait que quoi qu'il arrive, il y a un contexte de PMA obligatoire, mais ça aussi, c'est aussi la question de savoir est-ce qu'on peut faciliter la PMA et donc la question du timing, notamment de l'intervention, est très important. Aujourd'hui, il n'y a pas de littérature scientifique aujourd'hui qui va nous le dire avant ou après l'échec de FIV. C'est une question d'école. Il y a des écoles qui vont opérer avant la fécondation in vitro ou en tout cas avant la prise en charge en PMA. Il y en a qui vont attendre les échecs de fibre pour pouvoir opérer. Et c'est là, encore une fois, l'intérêt de la RCP plus à rediscuter à ce moment-là. Là aussi, le gold standard, évidemment, aujourd'hui, c'est surtout réséquer de manière la plus complète l'endométriose, de réséquer tous les implants, tous les nodules qu'on va voir. Mais également aussi, on pourrait se discuter, et ça aussi, dans chaque RCP, on en discute, ou est-ce qu'on va pas traiter que la cible qui va nous permettre d'améliorer la PMA, qui va améliorer la douleur. Donc, c'est une vraie discussion aussi en PMA, quel type de chirurgie. En pratique, c'est beaucoup d'un type d'intervention. Globalement,
on va traiter l'endométriose, donc réséquer ces nodules, qu'ils soient sur le péritoine, dans la vessie, sur le tube digestif ou à l'intérieur du tube digestif, que ce soit sur les endométriomes. Et ce traitement chirurgical, il n'est pas sans risque. Donc, c'est pour ça aussi que l'intérêt doit être discuté, notamment le risque qu'on va appeler de stomie, de dérivation digestive, notamment en cas d'RCP digestive associée. Il n'est pas sans risque, donc il faut que les patientes soient informées, que ça soit staffé dans un staff pluridisciplinaire, prise en charge aussi chirurgicale pluridisciplinaire, j'aurais pu le mettre, avec un plateau technique suffisant, chirurgien digestif, urologue, etc., en concert avec les gynécologues qui vont traiter cette pathologie. La chirurgie aussi des endométriomes, c'est la question. Il y a des cut-offs qui sont dans la littérature où il faut ou pas traiter ces endométriomes. On sait que le traitement chirurgical aussi abîme aussi la réserve ovarienne. Donc ça aussi, c'est toujours une question en RCP. Est-ce qu'il faut les traiter et à quel moment? Donc vraiment, les réseaux de soins, donc le réseau Endora dont je fais partie et le réseau endométriose ovarienne, ça a été un des premiers, mais aujourd'hui, il y en a partout maintenant aujourd'hui en France qui commencent à naître. Donc si vous êtes intéressé, vous pourriez vous rapprocher de ces réseaux de soins. Ils ont comme pour but, un des principaux, c'est aussi la formation. Donc c'est très important, donc n'hésitez pas à vous renseigner dans vos régions. Donc, c'est ce qu'on a mis, le traitement global, il va dépendre des buts et objectifs. Donc, c'est évidemment différent en fonction des âges et de motivation de la patiente. Le but, évidemment, c'est d'améliorer la qualité de vie des patientes, que ce soit la douleur, les saignements éventuels pour les dames un peu plus âgées, ou d'ailleurs plus jeunes aussi, mais qui n'ont pas forcément, on oppose toujours avec le contexte de fertilité ces problèmes de saignement, puisqu'on va prendre des traitements un peu qui peuvent avoir un impact sur la fertilité à ce moment-là, en tout cas au niveau chirurgical. Améliorer la fertilité est aussi important, donc je répète toujours ces deux piliers de la prise en charge, la qualité de vie, douleur, et la fertilité dans l'autre pilier. Donc, d'où l'intérêt de valider en tout cas, la prise en charge pluridisciplinaire. Encore une fois, pas pour toutes les patientes. Comme on a vu, pour une patiente assez simple qui a une forme d'endométriose légère, je pense qu'on peut assez facilement la rassurer, discuter un petit peu de tout ça et d'inclure le suivi après par la suite. Toutes ces patientes, évidemment, je ne pense pas qu'il y a utile de discuter un RCP chaque patiente, mais en tout cas, il faut savoir dès que c'est un peu compliqué, dès qu'il y a un problème de fertilité, dès qu'il y a un problème d'étendue des lésions, en tout cas, c'est important. Et ça amène cette question-là, finalement, quand adresser, c'est ça la problématique et finalement du quotidien. Comme vous l'avez vu dans les schémas de l'ARS, enfin de l'HS, pardon. Donc, on avait vu ce premier facteur. Donc là, tous les professionnels de premier recours sont concernés par ceci. Et donc, on peut le faire de manière assez simple. Et finalement, on arrive dans ce deuxième-là. Et finalement, j'ai simplifié. Finalement, le professionnel de premier recours se retrouve dans cette ligne-là, c'est-à-dire que finalement, j'ai diagnostiqué mon endométriose, l'échographie n'est pas forcément anormale, j'ai une dysménorrhée, donc sous-entendu à l'interrogatoire suspecté mon endométriose, j'ai pas de souhait de grossesse ou en tout cas pas de projet de fertilité immédiat ou d'infertilité, je peux lancer ma contraception hormonale avec les modalités qu'on a vues, je réévalue ma patiente, j'allais dire 4 à 6 mois et plutôt 6 mois, et à ce moment-là, si j'ai une bonne efficacité, je peux poursuivre et on ne va pas rechercher plus loin. C'est ça qui est important. Si vous l'avez bien informé, des problèmes aussi de fertilité qui peut apparaître aussi, et j'allais dire à distance dans son histoire naturelle d'endométriose, donc dans sa vie, la stratégie thérapeutique également dans cette situation-là, c'est-à-dire qu'on va poursuivre la contraception, le traitement hormonal et de l'amener à reconsulter s'il y a le moindre problème, si elle a un projet de grossesse, etc. Et par ailleurs. On y reviendra sur ce projet de grossesse parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, je pense que pas de souhait de grossesse, mais là, on aurait dû, et à l'époque, bon, peut-être on en discutait moins, mais on doit rajouter, à mon avis, une ligne qui est très importante, qui est tout ce qui est préservation de la fertilité. Aujourd'hui, quand on diagnostique de l'endométriose, je pense qu'on peut et facilement en discuter avec la patiente. Alors après, c'est là le grand débat. Est-ce qu'il faut en parler chez toutes les patientes ou pas? Aujourd'hui, c'est difficile, sachant que la prévalence de l'endométriose chez les dames infertiles est quand même assez importante. Je pense, en tout cas, dans l'information, il faut quand même un peu en parler et laisser un peu libre cours, j'allais dire, aux patientes, peut-être leur souhait ou pas d'aller plus loin, d'évaluer leur fertilité et on va y revenir, bien entendu.
en fonction, effectivement, et finalement, si tout le reste, il va évidemment adresser à un spécialiste. Très important, dès que j'ai retrouvé une endométriose profonde, assez importante, de volumineux kystes, j'ai une situation d'infertilité, j'y arrive plus avec ma contraception hormonale, l'efficacité ne marche pas, et ben, je l'adresse à un spécialiste et finalement, c'est lui qui va revoir un petit peu est-ce qu'il faut faire d'autres examens, quelles sont les lignes thérapeutiques qu'on peut avoir, la place de la chirurgie à ce moment-là. La discussion dans la prise en charge chirurgicale est aussi importante. Et la fertilité, finalement, vous allez me dire, parce que finalement, on a beaucoup parlé de douleur, mais la fertilité est évidemment indispensable. Problème très fréquent, 25-30% des patientes atteintes d'endométriose qui auront un problème de fertilité. Finalement, c'est une femme sur trois que vous allez voir. Donc, c'est pour ça que je disais, aujourd'hui, je pense que c'est un gold standard, il faut en parler, et notamment avec les dernières lois de bioéthique, notamment de 2021, avec les préservations sociétales, d'autant plus quand il y a une pathologie, hein, ça rejoint la loi de bioéthique plutôt de 2011, parce qu'il y avait une maladie qui pouvait atteindre à sa fertilité. Mais en tout cas, il faut en parler, il faut en parler. Les mécanismes, ils sont multiples, très compliqués, mais évidemment, toutes les anomalies tubaires, les dilatations des trompes, que ce soit de l'eau, du sang, les adhérences qui réduisent la mobilité de la trompe, l'obstruction évidemment de la trompe, vraiment en premier plan les trompes. L'adénomiose, toujours un peu débattue, mais probablement que l'inflammation liée à l'adénomiose ne facilite pas en tout cas l'implantation de l'œuf. Aussi, ça a été décrit dans les fausses couches et éventuellement, point d'interrogation, c'est pas très net. Le stock ovarien, on sait qu'il réduit avec la présence des endométriomes, on sait qu'il réduit. La chirurgie, effectivement, des endométriomes aussi réduit, donc c'est très important. L'inflammation chronique a un rôle dans la fertilité, polyfactorielle, bien entendu. Comme on le sait, l'histoire de la fertilité n'est pas non plus l'affaire que de la femme. Donc, monsieur, évidemment, peut aussi avoir ses causes. Donc, polyfactorielle, bien entendu, par ailleurs. Notamment aussi, ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps de retrouver de l'endométriose et notamment un antécédent de sapingite, notamment infectieuse. Donc, il faut évidemment pas oublier le reste. À mon avis, effectivement, il faut qu'au moins chaque patiente soit informée sur les risques sur sa fertilité, c'est très important. Et donc, de ce côté-là, à partir de là, je vais dire, on évalue les patientes. Soit on est dans la première case, vous êtes professionnel de premier recours, il faut, je pense, informer les risques sur sa fertilité. Si la patiente, c'est quelque chose très important, qu'elle veut aller plus loin, soit on peut déjà prescrire le bilan de fertilité, mais et où l'adresser. Et je pense que ce qui est le plus simple, un professionnel spécialisé dans l'endométriose qui va évaluer sa fertilité, qui est aujourd'hui surtout effectivement une évaluation de sa réserve folliculaire, que ce soit par l'échographie, par la prise de sang, le bilan du monsieur évidemment, et la perméabilité tubaire, que ce soit par radio ou par écho. On réévalue l'endométriose. Heureusement que, à l'inverse, je dis aux patientes pour les rassurer, heureusement que chaque dame qui a l'endométriose n'ont pas un problème de fertilité. Autrement, ça serait vraiment, je pense que le taux de natalité aurait bien diminué compte tenu du nombre de patientes atteintes. Mais en tout cas, il faut l'évaluer et chaque patiente est unique. La préservation de la fertilité, hein, ça doit être discuté aujourd'hui avec la patiente en fonction de la forme de l'endométriose et assez facilement parce qu'on pourrait poser la question aujourd'hui, la préservation sociétale, est-ce que pour toutes les formes d'endométriose, hein, je vous rappelle, aujourd'hui, dans la loi de bioéthique 2021, ça a ouvert, même sans aucune cause d'infertilité retrouvée, toutes les femmes ont la possibilité de faire une conservation ovocytaire si elles le désirent. Donc, j'allais dire, pourquoi pas d'autant plus quand il y a une suspicion d'une maladie comme l'endométriose. Les nouvelles recommandations, en tout cas, en fonction du bilan d'endométriose, mais en tout cas, évidemment, je dis en fonction du bilan, parce qu'en cas d'endométriose sévère, on ne va peut-être pas laisser les patientes un an de construction spontanée, mais chez une patiente, et encore une fois, dans la situation du professionnel de premier recours, avec mon échographie normale ou une IRM pas trop sévère, on peut attendre un an de conception spontanée. Après 30 ans, vraiment, je pense qu'il faut réduire à 6 mois et sinon adresser en PMA ou un gynéco, en tout cas spécialisé dans l'endométriose, qui va réévaluer la stratégie de la prise en charge. C'est vraiment là aussi la discussion en RCP. Est-ce qu'il faut faire de la chirurgie? Est-ce qu'il faut faire de la FIV d'emblée? Est-ce qu'il y a d'autres techniques aussi en PMA? Et bien entendu, on a de bons résultats avec la FIV. Les autres traitements, on comprend bien en fonction de la pathologie, on leur place peut-être, mais de manière un peu moins prépondérante que la FIV. Quel suivi? Et ça, c'est assez important. Et finalement, là, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de, comme en cancérologie, où on va nous donner des guidelines tous les 6 mois, etc.
Et je pense, pardon, que le suivi est vraiment en fonction du stade de la maladie et des projets de la patiente. Projet de la fertilité, par exemple, bah, j'ai pas de projet de fertilité tout de suite, mais dans 2 ans, je vais en avoir un. Donc, à ce moment-là, il faudra peut-être un peu mieux reconsulter. Est-ce que je l'enverrai à un professionnel de premier recours de spécialisé, par exemple, pardon, à ce moment-là? Là aussi, la fonction et l'efficacité du traitement médical et de ses effets secondaires. Souvent, on peut dire, bah voilà, j'ai mis en route mon traitement, je la revois à 4 à 6 mois, le traitement marche bien. Finalement, est-ce qu'on ne peut pas la revoir qu'une fois par an pour renouveler déjà le traitement médical et de refaire le point? Si le traitement ne marche pas, est-ce que je ne peux pas la revoir un peu mieux? C'est important. Fonction du projet de fertilité, on a revu et réévaluation, les objectifs, à mon avis, c'est très important. On avait fait Aesio Mutuel avait fait ce travail qui était assez intéressant, notamment, je le mets un petit peu en aparté, mais qui est assez intéressant, l'endométriose et le travail. C'était une étude qui était assez importante et que finalement, on le voit très bien le retentissement dans le travail des patientes atteintes. Et ça, il ne faut pas le négliger parce qu'on parle beaucoup de douleurs de fertilité, mais dans la vie quotidienne, il y a un réel impact, que ce soit dans la sexualité ou là, notamment dans le travail. On voit bien dans cette étude Harris Interactive qui avait été faite en 2021, 82% des patientes atteintes d'endométriose ne se sentent pas légitimes pour demander des arrêts de travail. Pourtant, elles sont 46% à avoir eu déjà un arrêt de travail pour ça. Donc, c'est vraiment important. Il y a ce côté tabou pour en parler à la hiérarchie, au manager, etc. Et donc, c'est assez important. Et vous voyez, et ce chiffre aussi est assez important, 67% des actifs, femmes et hommes, jugent prioritaire l'aménagement des conditions de travail en cas d'endométriose. Donc, c'est une grande étude qui avait été faite sur un panel en France. Et donc, on voit bien que les hommes aussi sont assez concernés. Ça sera évidemment dans l'évolution, pourquoi pas des mœurs et sociétales, à savoir comme d'autres pays, notamment scandinaves, au Japon, le grand débat des congés, notamment menstruels. Est-ce que pour toutes les femmes, est-ce qu'en cas de pathologie, c'est une question éthique très importante pour ne pas non plus stigmatiser les patients. Voilà, je pense qu'on a fait un tour global de la pathologie de manière assez concise. Voilà, je suis là pour répondre à toutes vos questions, à débattre sur plein de trucs. Bien entendu, n'hésitez pas.